Et nous allons prendre de l'altitude, aller en Andorre, où il y a là aussi des stations de ski, nous dit-on, nous me glisse-t-on à l'oreille. L'adaptation des stations de ski, y compris donc en Andorre, où elles sont un peu plus hautes que dans notre département, au changement climatique. C'est Marc Ponce qui intervient du Centre d'études de la neige et de la montagne d'Andorre. Bonjour. Salut, bonjour et merci pour l'invitation. Comme vous savez, en Andorre, la question du changement climatique et stations de ski, donc, c'est très relevant pour nous parce que c'est en partie très important de notre économie. C'est pour ça que depuis quelques années, on a commencé à travailler pour mieux comprendre ces sujets et comment est-ce qu'on ce secteur-là peut commencer à anticiper et travailler pour un futur être moins vulnérable. Il y a depuis quelques années deux études qui analysent la question de comment le changement climatique peut affecter les stations de ski, surtout sur ce qui pose sur la projection de la disponibilité de la neige. Et de ce côté-là, ce qu'on voit, ça c'est peut-être des scénarios pas très, très optimistiques, si on voit seulement la question sur la neige, soit la neige naturelle, soit la neige de gestion de station de ski. Mais ce que je veux un peu mettre en considération, c'est ce qu'on veut ici, c'est de la variabilité très, très grande qu'on peut voir sur les stations de ski. C'est-à-dire, et pas seulement dans la même région, pas seulement dans le Pyrénées, mais dans le même département, par exemple, on peut voir deux impacts de vulnérabilité très, très différentes. Aussi, si on met dans la table qu'on parle de questions pas seulement physiques, de climat, de l'environnement, sinon en question en dimension très, très sociaux, comme c'est le cas du tourisme, on voit de questions très intéressantes comme ceci. Ça, c'est en vision de l'évolution de la fréquentation, par exemple, dans la station de ski d'Arcalis, en Andorre. Et ce qu'on peut voir, normalement, avec la plupart des travaux sur le changement climatique, on fait la relation directe, non, de moins neige au moins skieur. On peut voir ici que nous avons, il y aura aussi en futur des endroits qui cette relation, ce n'est pas si direct. Par exemple, Arcalis, que c'est une station assez alpine, avec de bonnes conditions climatiques maintenant. Donc, en année de neige, avec de pires, de conditions de neige plus mauvaises, ça se réfléchit avec une fréquentation plus au-dessus de la normalité, sur la moyenne. Et par contre, des années qui ont été, comme par exemple 2012-13, avec de bonnes conditions de neige, c'est tout au contraire. Ce sont deux années avec une fréquentation dessus la moyenne. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que maintenant, on analyse les stations de ski comme des éléments isolés, mais en réalité, on parle d'un système intégré sur un marché, sur une région. Et ça, c'est un aspect très intéressant et très important à avoir en considération quand on travaille pas seulement les impacts, mais surtout quand on travaille toute la partie de quelles sont les stratégies plus adaptées, pour être redondant, pour adapter les stations de ski dans chaque cas. Ça, c'est pour dire, et ça, pourquoi, non, ça c'est pour, comme on disait, c'est un système, comme j'appelle, socio-écologique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très forte physique, environnementale, mais aussi sociale. Et ce qu'on voit, c'est avec des enquêtes que nous avons faites, soit les Alpes, soit au Canada, soit ici aux Pyrénées, on voit que seulement 5% de skieurs vont arrêter de skier leur activité s'il y a de mauvaises conditions de neige. Et que la plupart, ils vont faire quelle sorte de substitution, soit temporelle, soit spatiale, c'est-à-dire ou changer la temporalité de leur activité ou chercher un autre à faire la même activité dans notre lieu, dans notre espace. C'est pour ça qu'on voit ça, hein, c'est le même cas d'Arcalis, qu'il y a des saisons donc, avec une anomalie climatique pareil à un scénario moyen de changement climatique. Donc, il y a des stations qui ont eu de résultats assez, on dirait,
négatifs, mais des autres qui ont eu de résultats assez positifs dans la même saison. Donc, ça nous porte à que les adaptations dans chaque cas peuvent pas être les mêmes. On parle ici par rapport aux Pyrénées, mais dans l'approche de le même Landor même, on a deux stations, on a de partenaires qui ont une vulnérabilité très différenciée et d'accord, alors on fait travailler de différentes stratégies d'adaptation pour chaque cas. Donc, on parle toujours de la neige culture, de la diversification, comme la grande solution générale pour la station de ski. Mais ce que je veux le mettre en considération, c'est que chaque cas doit être envisagé, travaillé bien avec les conditions locales, mais avec cette vision globale régionale, pour bien adapter leur stratégie. Comment est-ce qu'on travaille ici les installations de ski en Andorre? Donc, on a vu, non, on peut voir qu'il y a comme trois groupes de stations de ski. La station de ski le plus vulnérable, des autres qui sont de vulnérabilité, on pourrait dire, moyenne, c'est-à-dire assez bien considérées à moyen terme, mais peut-être avec au futur ou à long terme, ils peuvent commencer à subir des problèmes, et aussi les stations qui peuvent être les plus résilientes et avoir un statut, un contexte totalement différent. C'est pour ça que dans le vulnérabilité moyenne, quand dans notre cas, les Pyrénées sont la plupart, donc on voit comment ils travaillent par rapport surtout à la neige culture, et surtout aussi ils commencent avec des questions de diversification. Et ici, ils ont mis le cas surtout dans le travail de l'efficacité sur la neige de culture, sur l'énergie, etc., plutôt que la diversification. Donc, on voit que ça, c'est une stratégie par rapport à un moyen terme qui peut être assez efficace, mais qui devrait, dans le travail qu'on commence, commencer à chercher de solutions ou des implémentations qui vont un peu plus loin. Dans ce domaine, il y a déjà quelques projets dans le Pyrénées, les Alpes, qui vont dans ces lignes, soit le projet ProSnow, soit le projet Snow Planner aux Pyrénées, qui commencent à avoir une vision un peu plus intégrale de cette efficacité, de cette amélioration de la gestion pas seulement de la neige, de toute la gestion intégrale de la station de ski, avant d'améliorer la prévision, améliorant la connaissance sur la distribution de la neige, améliorant la récolte de données sur la gestion de l'eau, de l'énergie, et par rapport ici, faire des stratégies plus innovantes et plus efficaces. Mais on va voir que ça va être suffisant pour quelques-unes, mais pas suffisant pour des autres. C'est pour ça que dans la ligne de station entre vulnérables et plus vulnérables, on voit que la plupart ont commencé déjà à développer cette vision de la diversification, soit par exemple, dans les domaines de bike park, de biking, etc., ou de profiter les infrastructures déjà présentes pour des autres activités. Ça commence à être déjà d'avoir quelques résultats dans quelques stations, déjà aux Pyrénées, qui commencent à avoir un bilan, pas on dirait pareil entre été et hiver, ça c'est encore plus loin, comme les gens, quelques stations au Canada ou des autres, mais qui commencent à avoir un marché assez intéressant au l'été. Ici, il faut mettre en question aussi comment on travaille cette approche. C'est vrai qu'on essaye de doubler cette vision de ski ou de tourisme de masse à l'hiver, le transposer à l'été. Et ça pose aussi beaucoup de questions et beaucoup de risques, je crois, qu'il faut aussi envisager. Et surtout, ça met en place pas seulement travailler sur cette question de l'efficacité et la diversification, mais un focus beaucoup sur les impacts aussi environnementaux que ça pose. Ici, on travaille aussi cette approche de destination intégrale
qui viennent, qui visent pas seulement à répliquer ce tourisme de masse de l'hiver à l'été dans la même infrastructure, sinon un changement de target, de profil de tourisme qui soit plus intégral avec une intégration de la question plus de tourisme culturel, de tourisme gastronomique, qui vise pas seulement, comme je dis, à cette réplication de l'activité de l'été à l'hiver dans la même station, pour délocaliser la fréquentation de ce tourisme et minimiser la pression de lieux de la station autour de la station, et aussi valoriser la partie plus des impacts indirects. Donc, dans cette approche aussi, c'est un peu l'approche que les stations, normalement les plus résilientes, plus climatiquement aussi, ont cette résilience socio-économique par rapport à cette diversification autour de le ski qu'ils ont et qui les font plus résilients. Quand on parle de résilience, on ne parle pas seulement de résilience climatique, il faut mettre aussi la résilience socio-économique aux diversités. Ça, on a mis les exemples des stations qui en souffrent moins dans des anomalies climatiques sont ceux-ci qui ont des alternatives déjà autour de la station de ski. Et ça nous met dans la question de ces stations qui sont les plus résilientes, qui ont visé que peut-être vont avoir un plus de fréquentation dans un futur pour cette résilience. Il faut être très attentif dans comment poser ce développement durable de minimiser les impacts de cette augmentation de fréquentation qu'on peut avoir. Et c'est le cas qu'on a vu dans le cas de la pandémie, donc les régions de montagne ont vu, au moins de notre côté, beaucoup plus de tourisme. Donc, cet aspect qu'on a déjà, on a eu déjà cet été, et on devra être attentif par rapport à la pandémie. Il faudra aussi être très attentif dans cette potentielle redistribution du tourisme ski dans le Pyrénées. Donc, comme réflexion, je veux qu'il faut encore mieux connaître les impacts locaux dans chaque station de ski. Donc, on est encore un peu loin de connaître la projection détaillée autour de la neige dans chaque station de ski, parce que la complexité de modéliser la neige dans des entours si complexes comme est la montagne et la montagne alpine, mais aussi avec cette vision régionale des marchés régionaux qui est très important pour valoriser la vulnérabilité et aussi les options d'adaptation. Donc, il faut mieux connaître nos visiteurs présents et surtout identifier quel est le visiteur futur à valoriser. Donc, ici, je crois qu'on doit bien choisir dans les contextes de chaque région, chaque station, quel est le visiteur qu'on veut valoriser pour que ce soit ce visiteur avec un haut valeur d'impact socio-économique, mais avec un grand impact environnemental. Donc, créer le contexte socio-économique pour adapter cette destination à cette target idéale, donc adapter ces adaptations de changement climatique, mais surtout envisager essayer d'attirer cette sorte de visiteurs, de skieurs dans ces cas, qui nous permettent d'adapter la station et la région sur la base de développement durable et pas essayer de transposer cette vision de station de ski, de tourisme de masse d'hiver jusqu'à l'été. Donc, ce sont quelques réflexions que je voulais mettre dans la discussion, dans le débat et un peu sur les réflexions qu'on a autour de l'adaptation au changement climatique en Andorre. Merci beaucoup, Marc Ponce. Hop là, oui, c'est bon, on m'entend. Merci beaucoup. On va continuer à descendre un chouïa d'altitude et revenir sur les stations de sport d'hiver dans les Pyrénées françaises. En tout cas, pour ce qui est de l'Ariège, descendre un peu, c'est pas le cas de partout. Hein. Vincent Vlès du laboratoire CERTOP avec nous. C'est un laboratoire de l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Eh ben, on vous entend très bien. Voilà, accompagner la reconversion des stations de sport d'hiver dans les Pyrénées, c'est déjà dans le titre
bah, voilà, tout est un petit peu dedans. Il va falloir se reconvertir. On vous laisse à votre présentation. Bien, vous me dites si vous ne voyez pas mon écran en entier, mais normalement vous devriez. Tout va bien? Là, on le voit pas encore entier. Là, on le voit entier. Très bien, voilà, il y a un petit délai. Bon, merci pour cette invitation. Et j'ai 20 minutes pour vous dire comment, pourquoi accompagner la reconversion des stations dans les Pyrénées. Je ne sais pas trop. Alors, on va d'abord examiner les causes et les formes des reconversions passées et actuelles, si vous voulez bien, pour en déterminer finalement les formes et les manières de pouvoir avoir quelques pistes, au moins en termes d'action. Je distinguerai pour ma part trois groupes, en fait, deux groupes de stations. D'abord, un groupe que je vais traiter en première partie très rapidement, qui sont dans une position plutôt d'adaptation, c'est-à-dire pour moi de résistance, qui vise au maintien de l'activité actuelle, et notamment avec un suréquipement technique et technologique. Et la plupart des stations du massif pyrénéen sont dans ce cas, donc elles sont engagées dans une forme de résistance qu'on nomme adaptation, mais qui est aussi une forme de voyage vers un cul-de-sac, quoi. Ce matin, Jean-Michel Soubérou nous a très bien dit ce qui allait se passer en 2050, et c'est à peu près à cet horizon-là que personnellement, pour l'ensemble des stations, au moins françaises, je ne parle pas des andorranes, mais au moins françaises, à 2-3 près en très haute altitude, sont concernés par un arrêt de l'activité en fait en neige, au moins en neige naturelle et même en neige artificielle. Ça va être très dur d'aller au-delà. Je vais revenir sur ce premier point et on verra ensuite les stations que j'appelle moi en résilience, à savoir qui ont engagé un rapport de changement qui ne vise pas un retour à la situation antérieure. Hein, je prends le terme au sens de psychologie sociale, c'est-à-dire une modification de comportement et donc de clientèle et d'activité par rapport à un trauma. Voilà. Et puis nous verrons ensuite quels sont les éléments de politique stratégique à mettre en place pour passer de la résistance à la résilience. Alors, très rapidement, je vais reprendre les éléments essentiels déjà développés par Marc et je vais revenir, mais sur certains points seulement. Je synthétise, parce qu'autrement, on pourrait tenir 3 heures là-dessus. Diminution marquée de la neige naturelle. Hein. Jean-Michel Soubérou, ce matin, nous a bien montré quels étaient, d'après le modèle Crocus de Météo France, les impacts. Donc, on sait qu'on aura moins 30 à moins 50% de baisse d'enneigement, avec une augmentation, une élévation du niveau d'enneigement en altitude, un aléa accru. C'est surtout ça qui nous pose problème, parce que de plus en plus, il neige en dehors des périodes de vacances, et ça, c'est très, très ennuyeux. Et donc, un enneigement naturel qui devient insuffisant et qui s'ajoute à d'autres problèmes, parce que le changement climatique n'est qu'un aléa parmi d'autres aléas, un monde social et économique assez chahuté structurellement. Hein, avec une évolution des pratiques, je vais y revenir, et une fragmentation des séjours et une concurrence accrue qui oblige les stations à une compétition de plus en plus élevée. Donc une viabilité économique qui est fragilisée, si vous voulez, sur le long terme, dans les 20 à 30 ans, qui devient très aléatoire pour les stations de ce qu'on appelle de moyenne montagne, donc avec un domaine skiable en dessous de 1800 mètres, et donc un risque fort de fermeture finalement. Bien, juste toujours dans ce premier groupe, on sait qu'avec les deux scénarios, euh, surtout le scénario tendanciel, hein, qui est quand même le RCP 8.5, on va avoir des vrais problèmes. On serait entre 2 et 3 degrés ou 3 et 4 degrés à la fin du siècle. Vous voyez d'après cette carte très nettement que il y aura quasiment plus d'enneigement naturel sur les pistes de ski, sauf à très haute altitude. C'est d'ailleurs pour ça que Gourette remonte à grands coups de bulldozer actuellement l'ensemble de son domaine skiable. Et le ratio
qu'il faut bien retenir, c'est le problème de la viabilité économique qui est déterminé entièrement par le nombre de jours d'ouverture, de jours skiés, et en général, ou jours skiables, et en général, on estime à 100 jours finalement l'équilibre possible actuellement dans les conditions actuelles de l'activité des stations de ski. Déjà dans les 10 à 15 ans à venir, je pense qu'il n'en restera que 20% qui pourront atteindre cet objectif-là. Donc ce sont les plus grandes et ce sont les domaines skiables les plus élevés et les plus performants qui pourront subsister, et avec une récurrence quand même de tensions techniques et économiques d'exploitation, puisque il faut agir sur le domaine skiable, sur la neige de culture, sur les techniques d'amage. C'est vrai que les stations pyrénéennes contrôlent remarquablement maintenant, depuis quelques années, quelques décennies, ces techniques-là, et on fait des progrès absolument considérables en la matière, et notamment en matière de neige de culture, mais on est dans un domaine qui est chamboulé parce que ces adaptations techniques complexes et coûteuses sont à remettre en face et en connexion avec un marché, lui, qui devient de plus en plus délicat. D'abord, la demande évolue, je vais en reparler, mais également l'artificialisation de l'offre, en fait, avec de la neige de culture, rend la pratique pas tout à fait différente, assez différente de la neige naturelle. À cela, il faut rajouter le coût de l'énergie qu'on ne détermine pas et qui pourrait devenir très élevé, hein, en matière d'électricité, et puis la consommation moyenne d'eau qui est en moyenne de 4000 mètres cubes par an et par hectare enneigé. Certaines stations peuvent avoir accès à de la ressource en eau, par exemple Font-Romeu, mais toutes ne sont pas dans ce cas, et un certain nombre n'ont pas pu ouvrir, par exemple l'année dernière à Noël, à cause d'un problème de ressources en eau, pas du tout à cause d'un problème technique, hein, ou autre, ou d'enneigement. Tout cela est lié à un troisième facteur, qui est le facteur immobilier, qui est un facteur quand même immobilier systémique, hein, d'ensemble de la station, qui est tout de même récurrent depuis de nombreuses années maintenant, avec une rentabilisation des investissements publics qui est de plus en plus difficile, dans la mesure où euh, le retour sur investissement dans la longue durée pour les gestionnaires des stations doit permettre de garantir une activité économique. Et vous voyez bien d'après ce schéma que l'ensemble de ces éléments sont liés, et avec donc tout un écosystème, si vous voulez, de la station qui se met en place peu à peu, et qui fait que dès que l'on touche à un élément de ce système, l'ensemble est touché. Donc il y a une forme d'effet domino qui peut se produire avec le système de fuite en avant, notamment du point de vue immobilier, pour pouvoir avoir toujours de l'hébergement marchand, sachant qu'il y a à peu près 2% du stock d'hébergement marchand qui, chaque année, part en hébergement non marchand. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un vrai problème parce qu'il faut pouvoir financer tous les ans de nouveaux hébergements marchands qui permettent d'étaler la saison, et notamment ces fameuses ailes de saison ou le cas de saison. Et puis, dernier facteur d'instabilité, ce sont les attentes des clientèles. Voici les résultats, une diapo de résultats de la dernière enquête du mois d'août 2020. Donc, vous voyez, c'est pas vieux, auprès des Français partant en séjour en montagne, et vous voyez que dorénavant, une majorité de Français considèrent que finalement l'enneigement artificiel des stations en moyenne montagne consomme trop d'eau et d'énergie, et que ce n'est qu'une solution à court terme. Donc la clientèle, sauf peut-être les très mordus, de plus en plus la clientèle estime que finalement cette activité est condamnée à court terme. Bien. Donc vous voyez ici un schéma qui essaie de retranscrire l'ensemble des éléments qui sont en interconnexion avec les questions simplement de changement climatique, hein, et d'érosion donc de l'enneigement, notamment naturel mais également artificiel, puisque comme disait
Jean-Michel Soubérou ce matin, au-delà de 3 à 4 degrés au-dessus de zéro, tout simplement, à une certaine altitude moyenne de 1800 mètres, on aura du mal même à faire tenir en versant sud, par exemple, les domaines skiables enneigés artificiellement. Donc, le fixisme qui pousse les stations à recourir toujours à des solutions techniques pour finalement résister aux problèmes de changement climatique, les pousse à bout dans un système qui finalement sera bloqué, qui risque de devenir assez rapidement en 2050-2060 incompatible avec lui-même. Peut-être quelques stations de l'Andorre résisteront et en Haute-Pyrénées, une ou deux. Ailleurs, c'est pas évident du tout, donc il sera peut-être trop tard pour réagir à ce moment-là, je n'en sais rien. Et c'est maintenant que finalement, on pourrait réfléchir à des éléments de diversification. C'est ce que j'appelle le groupe qui a travaillé sur la résilience, mais parce que ces stations-là étaient obligées finalement d'opérer donc une reconversion. Alors, il y a deux groupes de stations qui se sont reconvertis. La première ont choisi plutôt de travailler sur les questions d'économie présentielle, c'est-à-dire sur de l'hébergement, de la villégiature. Et on voit très bien ici dans les Pyrénées, même si les chiffres datent un peu, que l'économie présentielle a connu un essor considérable dans la dernière décennie et c'est en train de s'augmenter, d'être très de se développer. Et le cas le plus connu, en tout cas dans le sud de la France, parce qu'il a déjà 25 ans d'antériorité, c'est en Lozère, le cas du Mas de la Barque, qui a choisi de fermer sa petite station de proximité, Huit-et-les-Skis, et de se recycler finalement, puisqu'elle a été obligée du fait de simplement 2 années de mauvais enneigement, et ça on n'est pas du tout à l'abri dans les Pyrénées, ça peut arriver dès cet hiver, euh, produisant un déficit de 80 000 euros en 93, de fermer, de mettre fin à l'exploitation. Et la société d'économie mixte qui gérait le domaine skiable, qui était délégataire du service public, a arrêté le ski alpin, construit un village de 18 gîtes et 8 appartements en pierre de taille, parfaitement équipés avec un bâtiment d'accueil et une écurie pour 4,5 millions d'euros, assez bien financé à l'époque. On n'atteindra plus ce type de financement malheureusement aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore faisable, et à démonter les remontées mécaniques sous la direction de l'ONF, qui a coûté 600 000 euros. Le positionnement de cette station, c'est un positionnement de station de pleine nature, découverte de l'environnement, raquettes, ski de rando, avec des clientèles essentiellement nord-européennes et françaises, un taux d'occupation qui n'est pas exceptionnel, identique au gîte de France, vous voyez, l'été essentiellement en mi-saison et l'hiver pour de la raquette, avec des hébergements de bonne qualité aux normes internationales, comme vous pouvez voir rapidement sur cette diapositive. C'est une réalisation qui a été très décriée par les associations locales qui l'ont stigmatisée parce que pour elles, elle marchandisait la nature et elle créait finalement une forme en montagne, pas très haute d'ailleurs, hein, on doit être à 1200 mètres d'altitude si mes souvenirs sont bons, une architecture de Monopoly un peu artificielle, mais les randonneurs et les sportifs de nature sont assez contents. On ne connaît pas les retombées économiques, sociales et environnementales parce que les recherches n'ont pas été faites, ni au moment des stations de ski, ni actuellement après reconversion. C'est un peu dommage. Deuxième groupe, c'est la résilience sans grand investissement. Alors là, on a deux exemples. D'abord en Ariège, vous avez l'exemple, bien entendu, du Vic de Sauce avec la station de Montcalm, hein, notamment, enfin, la station pleine nature qui s'est mise en place, bon an, mal an, lorsque Péchinet a fermé son usine en 2003, à partir d'un système d'équipement qui existait au préalable, qui a été restauré, rénové, avec de nouveaux investissements publics dedans, un effet de levier sur l'économie locale, mais
Le bilan, au bout de 10-15 ans d'activité, fait apparaître quand même, premièrement, une rentabilité assez limitée de ces équipements, un manque d'hébergement haut de gamme, ça c'est valable pour toutes les Pyrénées, bien entendu, des taux de remplissage qui sont pas bons, qui sont toujours faibles, notamment pour les hébergements marchands, donc des difficultés à avoir des séjours répétés, un poids de résidence secondaire qui est assez important, et ce sont des résidents secondaires, des résidents essentiellement régionaux, 2 tiers du parc immobilier, donc ils sont là surtout au mois d'août finalement, et une visibilité Internet et sur les réseaux sociaux assez réduite, donc on atteint les 100 000 nuitées par an, en vide de sauce, c'est pas énorme, donc ça reste encore à développer. On n'est pas, si vous voulez, sur une solution qui permettrait de pallier les emplois disparus par les stations de ski. J'ai vu une remarque tout à l'heure parlant du Goulier. Bon, ben, ça fonctionne encore pour l'instant. Ceci est épaulé par un ensemble d'événements qui ont été mis en place un peu partout dans les Pyrénées. Bien sûr, le festival Eldorado que vous connaissez, certaines stations qui, notamment par exemple Amélie-les-Bains, qui font travailler les opérateurs thermaux, par exemple, avec les professionnels des activités de pleine nature, regroupés en associations. Dans l'Aubrac, pour sortir du massif, un effort du parc naturel régional pour étendre l'activité de ces 5 petites stations de ski qui sont en vraie difficulté. Et puis il y a toujours l'exemple de la vallée du Louron qui a choisi déjà depuis plus de 30 ans de développer un modèle, un positionnement durable, basé sur multi-activité et thermoludisme. Le dernier exemple que je vous montrerai aujourd'hui, c'est le trauma qui a été créé qui est advenu par la fermeture du domaine skiable du Puigmal dans les Pyrénées-Orientales, en Cerdagne. C'était un beau stade de neige créé dans les années 1970, accessible uniquement par 12 km de route, sans urbanisation, en pleine nature, avec une bonne fréquentation à 73%, mais à la journée, c'est-à-dire sans séjour. Très peu de services et il n'y a pas d'hébergement dans cette station. L'hébergement est essentiellement constitué par les résidences secondaires des villégiatures, notamment de cette clientèle espagnole dans l'ensemble de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Et donc la station du Puigmal est restée un stade de neige de proximité pendant 50 ans, 2-3 années d'enneigement qui était bon, mais qui ne coïncidait pas malheureusement avec les périodes scolaires, des difficultés financières accumulées. Il a fallu fermer la station. Les équipements ont été fermés en 2013. Et pendant 5 ans, la commune a pensé pouvoir les réouvrir et repartir sur son modèle de ski alpin. Et donc, elle n'a pas vendu ni démonté ses remontées mécaniques. Donc, aujourd'hui, on a quand même un site du stade du Puigmal qui est une forme de friche équipementière avec, vous voyez, le bilan en remontée mécanique et en piste de ski. Bon, très bien, mais qu'en fait-on? À partir de là, la commune d'Air a lancé un premier appel d'offres pour reprendre l'activité ski en 2018. Cet appel a été infructueux. Un second appel d'offres a ouvert l'activité à une extension de l'activité, notamment en pleine saison, avec diversification. Donc, et là, l'entreprise Rossignol a pris le marché et a proposé de placer finalement cette station du Puigmal dans son offre de sport de nature commercialisée via Internet. Il y a tout un réseau d'une douzaine de stations qui est proposé par le concept de station Outdoor Experience de Rossignol, par voie si vous voulez, par voie essentiellement Internet, avec un site dédié et des applications mobiles pour guider les pratiques sportives et les événements sportifs qui sont essentiellement au nombre de 4, le trail, le VTT, la marche nordique et éventuellement le ski de randonnée l'hiver. Ceci s'est fait sur un ensemble de sentiers
qui étaient déjà existants, de sentiers de randonnée et de pistes, avec des parcours qui ont été proposés par Rossignol et vus sur le terrain par la communauté de communes. 27 parcours ont été proposés initialement, mais c'est là que sont apparus un certain nombre de conflits d'usage qu'on voit poindre un peu partout lorsqu'une station de ski dans les Pyrénées veut changer d'activité, c'est un peu normal. Alors d'abord, il y a les problèmes, bien entendu, de préservation des milieux naturels sensibles. Ici, on était face à 3 espèces, notamment pour ce qui est de la faune protégée, et donc il a fallu revoir un certain nombre de parcours et c'est pas encore tout à fait parfait, hein. Donc on est retombé à 23 parcours pour pas déranger le gypaète barbu, empêcher le lagopède alpin de se reproduire et le grand tétra de ne pas traverser les places de champ du grand tétra. On n'est pas tout à fait au bout encore de la perfection en la matière et de toute façon, il y aura sans doute de la dispersion des sportifs en dehors des sentiers, mais ça on ne peut pas le contrôler, c'est le problème de tout espace ouvert et qui feront qu'il y aura quand même du dérangement des espèces. C'est également vrai pour les risques liés à la faune, à la flore, pardon, et puis aux problèmes d'éboulement, d'éboulis, etc. Alors, on pense qu'à peu près, Rossignol a dû investir dans les 50 à 60 000 euros pour aider par le panotage à la délimitation des sentiers. La communauté de communes, pour sa part, a investi 45 000 euros pour en fait équiper en balisage l'ensemble des sentiers avec des poteaux en bois et des lames qui sont fournies par Rossignol et qui permettent de définir et de baliser les 4 thématiques sur l'ensemble du domaine avec en pied de station à l'emplacement de l'ancienne grenouillère que vous voyez là dans la photo du bas, l'ensemble des parcours qui sont proposés. Troisième et dernière petite partie de mon exposé, quelle stratégie d'accompagnement. J'ai toujours habitude de dire et de prévenir que l'extension, le cas de saison, et il faut le faire, bien entendu, mais ce n'est pas une panacée et certainement, on n'a pas encore de preuves chiffrées en la matière. Il y a une thèse qui démarre sur ce point-là, mais on n'a pas encore de vrais résultats en la matière. On sait que les recettes et le nombre d'emplois de la diversification sont inférieurs à ceux engendrés par le ski, mais on ne peut pas tout à fait le prouver. De toute façon, on a des problèmes pour étendre cette saison à régler, qui sont ceux de l'hébergement touristique, avec une offre qui est en obsolescence, qui est vieille, donc il faut réinvestir pour requalifier l'existant, en mobilité, notamment une mobilité qui va être fortement impactée avec les problèmes, bien sûr, de l'écomobilité, hein, les massifs sont reculés et sont difficiles d'accès et un certain nombre de skieurs ne prendront pas les transports en commun. Les problèmes d'accueil également et les problèmes notamment de vie dans les anciennes stations de ski, notamment sur les espaces publics pour les rendre un peu plus conviviaux et en faire des agoras de partage, améliorer les équipements d'accueil également et prendre un peu plus en charge les problèmes de logement des saisonniers ou l'aide des saisonniers. Il faut également essayer en amont de gérer les conflits d'usage et notamment les conflits d'usage avec les chasseurs, avec les pêcheurs lorsqu'il y a des grandes étendues donc lacustres avec la pêche et parce qu'ils se disent dérangés, hein, notamment par la surfréquentation, mais également avec les éleveurs, puisqu'on a toute une série de petits conflits qui germent ça et là, et puis bien sûr l'impact sur la faune et la flore, parce que ce type de tourisme de diversifier dans les 4 saisons est beaucoup plus dispersé dans la nature et donc pourrait avoir un impact presque aussi puissant sur le milieu naturel
que celui des pistes finalement qui sont assez avec une contention, un contingentement, si vous voulez, des circulations assez bien délimitées. Donc là, il faut mettre en place des vraies concertations locales au niveau des stations et des territoires, sans doute au niveau des communautés de communes ou des vallées. Et la concertation, ce ne sont sans doute plus seulement des réunions d'information. C'est totalement insuffisant pour régler ce type de conflit. On le voit bien, par exemple, sur le Puigmal. Je crois qu'il faut prendre les choses en amont et faire des jurys citoyens avec des techniques un peu comme le jury qui a été mis en place au niveau national sur la Convention nationale pour le climat. Ça marche assez bien localement. On le voit germer ici et là, pardon, excusez-moi. Et, mais en fait, pour l'instant, c'est rarement fait, voire pas du tout fait pour l'avenir des stations de ski. Et c'est un peu ennuyeux de laisser les populations locales à l'écart de ce débat. Donc, 2 diapos pour finir. Il faudrait, ce serait bien que les politiques publiques agissent plus sur la concurrence et fassent des choix. Tous les territoires dans les Pyrénées n'ont pas un potentiel touristique et certainement que les collectivités territoriales de niveau moyen ne pourront pas intervenir partout. Donc certainement qu'il faut faire des choix sur les lieux qui sont à même de pouvoir continuer le ski alpin, ceux qui ne pourront pas continuer le ski alpin et qu'il faut recycler, puis ceux qu'il faut passer, excusez-moi les termes, je suis un peu brutal, mais à la trappe et donc envisager d'autres activités que même le tourisme dans ces lieux-là. Il faut également diminuer les surfaces ouvertes à la résidence secondaire, qui est quand même un peu spatiophage, si je peux m'exprimer ainsi, hein, avec les problèmes d'artificialisation des sols que l'on voit germer partout, y compris dans les nouveaux PLUI ou les SCOT, et ne plus subventionner les actions adaptatives, c'est-à-dire de recul, hein, le fixisme qui consiste à toujours payer des canons à neige et de l'équipement pour résister, alors qu'on sait très bien que dans 20 ans, cette neige-là artificielle ne pourra pas tenir et donc il faudra quand même rembourser les emprunts de ces équipements-là qui sont très très lourds et que finalement les générations futures n'auront peut-être pas les moyens de rembourser. Donc là, il faut vraiment regarder où on privilégie l'investissement à très long terme, à plus de 30 ans. Et je crois que si au niveau régional, il y a une réflexion qui se met en place actuellement, certains départements pourraient suivre cette réflexion et travailler un peu plus dans le même sens. C'est pas le cas de tous les départements en la matière. Donc là, il y a vraiment un effort à faire encore. Pour cela, moi, je verrais bien une équipe opérationnelle de conseil sur le terrain beaucoup plus présente sur l'ensemble du massif, sur les deux versants et sur l'ensemble donc des collectivités territoriales pour faire de la prévention, être beaucoup plus présent pour aider les territoires à ne pas s'engager seuls face à cette reconversion. Ils sont trop seuls, ils ne sont pas assez aidés, ils se font aider uniquement par des bureaux d'études qui sont tout de même intéressés aux résultats. Donc ça, c'est un peu gênant. Il faut également, à mon avis, faire beaucoup plus de médiation, c'est-à-dire accompagner par de la formation, par de l'information, de la sensibilisation, de l'animation. Il faut se mettre plus dans un schéma d'anticipation qu'actuellement. Actuellement, on est surtout dans des schémas d'affichage politique. Il y a beaucoup de discours, il y a même des plateformes, Internet, etc. Mais les actions, lorsqu'on regarde vraiment la dépense au niveau régional ou au niveau départemental, les actions sont vraiment encore extrêmement faibles en termes d'investissement. Or, certainement que ça coûtera aussi cher de reconvertir les stations de ski que le coût qui fut finalement le coût initial d'investissement au cours des 40 à 50 dernières années. Et puis, il nous manque de l'expertise scientifique et technique. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'il faut l'aider à trouver son positionnement
Et surtout, comme le disait très bien Marc tout à l'heure, le problème, c'est qu'il va falloir travailler maintenant au niveau de chaque station. Et ça nécessite des moyens parce qu'il faut mettre toute une série de critères d'observation. Il faut faire des mesures. Il y a des pistes qui peuvent rester parce qu'elles sont bien situées, d'autres qui ne pourront pas rester au niveau de la station. Et donc, là, il y a tout un travail de terrain extrêmement prenant à faire. Ça veut dire des moyens humains assez considérables. Il faut une task force, quoi. Une task force pour une mission, par exemple, comme la côte aquitaine ou la côte languedocienne au beau jour des années 60-70, c'était 40 personnes. Actuellement, il y a quasiment personne sur le massif des Pyrénées pour faire ce type de travail. Et ce n'est pas du personnel politique, hein, c'est du personnel scientifique et technique qu'il faut maintenant. Voilà. Je vous remercie. J'ai été peut-être un peu trop long. Un peu long, mais on n'a pas su vous presser parce que c'était passionnant et que ça trouve pas mal écho quand même sous nos latitudes. Merci beaucoup, Vincent Blesse. Allez, de suite, je pense que c'est en pratique plutôt estivale que l'on va se porter maintenant avec Glenn Buron de l'unité mixte de recherche transition énergétique environnementale de l'Université de Pau sur les pratiques récréatives en nature et aménagement vers une transition touristique et écologique des territoires. Est-ce que vous êtes là? Il est là, je le vois. Je suis là, tout à fait. Je vais partager mon écran. Alors moi, j'ai pas de grand schéma super compliqué à vous présenter, comme c'est la fin de journée. Je vais illustrer simplement mes propos. Et ce qui compte, c'est finalement et on vous en remercie. Et c'est parce que donc ce qui compte, c'est donc plutôt ce que je dis et moins ce que je montre. Alors, je vais essayer de partager ça. Vous allez me dire si c'est OK pour vous. Alors, partager. Alors, qu'est-ce que vous voyez là, du coup? On voit des brebis. Ouais, c'est ça. Ouais. À pas confondre pas, avec le pas en entier. Il faudrait que vous la mettiez en plein écran. En mode diaporama. Tac, 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 tac. C'est en bas. Vous avez un écran en bas de la fenêtre. Diaporama? Ouais, c'est là. OK. Et donc, eh bien c'est parti. Et puis, bonjour à toutes et tous. Merci en cette fin de journée d'être présente pour m'accorder un peu de l'attention qui vous reste, j'espère, après votre longue journée de travail, peut-être de télétravail, hein, et puis l'écoute des interventions passionnantes qui nous ont précédés. Moi, je peux évidemment pas débuter cette communication sans remercier vivement le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises pour son invitation à participer déjà, et puis particulièrement pour l'énergie qu'il a déployée pour faire en sorte que cet événement il puisse se tenir. En présentiel dans un premier temps, parce qu'on y a cru, et, moi le premier, et vous aussi, je pense, et puis sous la forme de ce webinaire, donc aujourd'hui. Les questions posées, abordées tout au long de cet événement, elles sont très diverses, sectorisées, extrêmement stimulantes. Elles sont prometteuses pour alimenter la compréhension de la période de transition dans laquelle nous sommes plongés, hein, période marquée par des transitions sociétales, accélérées par le contexte sanitaire que nous traversons, et qui influent profondément et progressivement sur les cadres temporels et puis sur les cadres spatiaux, hein, de nos représentations, de nos pratiques, puis qu'elles relèvent de nos sphères quotidiennes privées ou professionnelles. Et on l'a vu avec les différentes interventions qu'on a pu écouter. Et donc, c'est bien là, moi, au cœur de ces processus de transformation, que je vais tenter pour ma part de situer mon intervention en proposant d'interroger, non pas la station, mais le territoire de la station. Et donc, le cadre spatial au sein duquel les processus de transformation en cours, ils agissent et ils influent sur les pratiques touristiques qui prennent place sur les territoires de montagne. Donc, cette communication, elle se veut avant tout exploratoire. Elle sera illustrée simplement. Elle sera construite comme une invitation à l'échange et au débat. Donc, pour ce faire, moi, je vous présenterai rapidement un territoire qui est une vallée, la vallée d'Ossau, qui est une vallée de montagne située dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, donc département du 64, en Béarn. Et je porterai la focale sur une station en particulier, qui est une des 2 stations de la vallée d'Ossau, qui est la station d'Artoust, et qui porte, depuis 2015 maintenant, la gestion d'une franchise station de trail, dont parlait tout à l'heure Vincent, et que je me proposerai de questionner du point de vue de quelques enjeux choisis qu'elle pose à son, ou devrait-on dire, à ses territoires d'inscription, par intermédiaire de la pratique spécifique du trail en particulier. Et tout d'abord, parce qu'il me semble quand même qu'il est important, avant de dire les choses, d'expliquer d'où on les dit, hein, permettez-moi de préciser bien que les réflexions que je propose, elles sont le fruit d'un travail de recherche scientifique en cours, que je mène dans le cadre d'un doctorat en géographie et aménagement à l'Université de Pau, au sein d'un laboratoire qui, pour l'instant, ne s'appelle pas le laboratoire TRI, hein, qui est le laboratoire Passage,
et qui sera bientôt au laboratoire TRI, donc qui travaillera sur les transitions énergétiques et environnementales, et qui prend la forme d'une thèse, CIF, qui est dirigée donc par le sociologue Olivier Bessy et le géographe Philippe Bourdeau. Donc moi, je travaille particulièrement sur la thématique de la transition touristique en montagne, et je l'appréhende à travers le prisme des sports et des loisirs de nature, que nous nommons, nous, pratiques récréatives en nature. Donc à ce titre, je renvoie l'auditoire à l'ouvrage de Jean Cornelou, Sociologie des pratiques récréatives en nature, qui fait référence dans le domaine. Si Jean il a théorisé à partir de l'analyse de la pratique de l'escalade, moi je travaille sur la pratique spécifique du trail, donc de la course à pied en montagne, sur sentier, en m'inspirant et en complétant les travaux d'Olivier Bessy, qui est la référence scientifique aujourd'hui, pour qui travaille en France sur la course à pied, le trail particulièrement, et ses dynamiques d'évolution. Donc dans le cadre de cette thèse, et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous étiez déjà super intéressé avant, moi j'ai travaillé à temps plein, de juin 2017 à mai 2020, pendant 3 ans donc, en tant que chargé de développement des activités estivales de montagne, et bien au cœur d'une station de montagne. Donc j'ai eu accès à l'organisation de l'ensemble d'une station et de son fonctionnement, sur un poste qui n'existait pas avant que j'arrive, qu'on a créé pour accueillir la thèse et qui encore aujourd'hui existe, donc a introduit une spécificité, une modification dans l'organisation même de la station. Donc j'en discuterai pas, mais je pense que c'est un point important et que moi je développe dans la thèse. Donc je me suis interrogé, je continue à interroger la capacité que détiennent les pratiques récréatives en nature, qu'a cité par exemple Vincent tout à l'heure, le VTT électrique, la marche nordique, le ski de randonnée, le trail. Donc la capacité qu'ont ces pratiques récréatives en nature, à produire des spatialités touristiques spécifiques qui relèvent de formes d'habitation de l'espace sur lesquelles donc, on travaille et qu'on analyse, et qui permettent de définir des territoires de pratique qui peuvent devenir potentiellement les supports d'un tourisme renouvelé, qui donc sort des murs de la station et qu'il convient donc de dresser les contours, les périmètres, que ce soit des périmètres matériels ou symboliques. Et puis bien sûr, il semblait également important de rappeler et de profiter de l'occasion qui nous est donnée, de rappeler bien que la recherche universitaire et scientifique, elle s'intéresse depuis quasiment 50 ans aujourd'hui à la question du tourisme en montagne et du lien qu'elle peut faire avec les stations de ski. Les premiers travaux de Rémy Knafou sur les stations alpines dites intégrées, c'est la fin des années 70. Le récent éloge de la dispersion de Philippe Bourdeau, qui interroge le modèle de la station touristique, qui questionne la pertinence actuelle d'un tourisme qui est encore trop souvent centré, polarisé, et on l'a vu dans certaines interventions avant, trop souvent polarisé sur uniquement la station. Et puis on peut également citer, bien sûr, on peut lui rendre hommage quand même, Vincent Blaise, que vous venez d'entendre, 30 ans de production scientifique, premier ouvrage en 96, projet de station touristique, puis ses récents articles sur la métastation, ou les stations aux abords du point vertigineux, qui nous renseignent sur la fabrique des transitions écologiques et touristiques sur les territoires aujourd'hui. Je pourrais également citer les travaux de Sylvie Clarimont sur la question du tourisme durable, les thèses de Coralie Achin et Emeline Hatt sur la question des stations, ou le travail de Georges-Marcel Poil sur la gouvernance des grandes stations. J'en oublie, mais je pense que c'est important, à défaut, peut-être à passer pour un peu rébarbatif, mais ça constitue des bases qui aujourd'hui sont des bases de connaissances extrêmement riches pour qui s'interrogent aujourd'hui à la question des stations et du tourisme, ou devrait-on dire peut-être maintenant des tourismes en montagne. Donc bien dire que les propos qui suivent, ils s'inspirent et ils sont que dans la continuité de production qui me préexiste et qui nous préexiste souvent. On n'invente rien ou très peu. Et les citer quand nous les utilisons, ça semble indispensable, par respect pour le travail accompli par les chercheurs, qui sont souvent des enseignants aussi, des enseignantes, et puis qui tentent de diffuser cette connaissance au sein de formations supérieures, comme par exemple le Master Tourisme, que vous pouvez trouver à l'Université de Pau, et au sein duquel j'ai la chance et le plaisir avec mes collègues d'accueillir chaque année de belles promotions d'étudiants qui planchent sur ces questions de la transition touristique en montagne et la transition des modèles de stations. Donc ceci étant dit, moi je vous propose dans une première partie de planter le décor, de vous présenter par l'intermédiaire de quelques indicateurs objectifs, bien le portrait non pas d'une station, mais d'un territoire sur lequel portent mes propos. Donc je vais décentrer le propos, considérant qu'on ne peut pas parler de la station sans évoquer au préalable les différentes entités qui contribuent à fabriquer la réalité de l'ensemble territorial sur lequel la station est située. Donc ce territoire, c'est une vallée, la vallée d'Ossau, et je présenterai une station, la station d'Artous. Dans un second temps, je proposerai simplement une question de problématisation, et puis ça me permettra d'ouvrir et de vous livrer quelques pistes d'analyse qui me semblent être fécondes pour penser et réfléchir et s'engager dans la voie de la transition touristique des territoires de montagne. Donc mon objectif, il est bien ici de faire s'interroger sur la capacité que détiennent la pratique des sports et des loisirs de nature à décentrer notre regard, à porter l'attention hors de la station, mais en partant de la station, sur d'autres temps, d'autres espaces, afin d'envisager de nouvelles centralités sur les territoires,
qui font apparaître le rhizome d'un tourisme qu'on pourrait réinventer à travers un ensemble redéfini de petits territoires de pratique, diffusés, répartis à des échelles plus larges que le simple périmètre de la station touristique. Alors, pourquoi s'intéresser à un territoire en particulier? Pourquoi singulariser la présentation? Et j'insiste, c'est bien parce qu'il semble aujourd'hui communément admis qu'il n'y a pas de station intégrée dans les Pyrénées. Donc, chacune d'entre elles, elle relève d'une trajectoire de construction, d'évolution spécifique, en lien avec des facteurs socioculturels, historiques, forts, profonds, parfois même des identités, et qu'il convient d'approcher, de comprendre, d'analyser, pour ensuite, pourquoi pas, situer la réalité de préconisation en lien avec souvent des effets de discours. Autrement dit, rien ne remplace la connaissance fine du terrain, et autrement dit encore, les discours sur la diversification, les discours sur les 4 saisons, les discours sur l'adaptation, ils sont connus depuis longtemps, très longtemps. Et ils sonnent aujourd'hui, pour beaucoup de gestionnaires, pour beaucoup de professionnels, comme des concepts qui ont été utilisés, réutilisés, un peu vidés de leur sens finalement, progressivement, par l'usage ordinaire qu'on en fait, admis, et usage qui n'est jamais vraiment questionné. Et j'y reviendrai en conclusion parce que je pense que c'est un point de rigueur méthodologique qui pourrait accompagner les propositions, par exemple, que faisait Vincent en conclusion sur l'implication des habitants. Donc, allons donc faire un tour du côté de la vallée d'Ossau. Alors, je vous mets une superbe image que vous connaissez peut-être, 2 photographies. Une photographie qui est le haut de la vallée, qui est le haut lieu touristique et qui est situé sur la commune de la Reims. Le pic du Midi d'Ossau, qui est un leitmotiv qui revient régulièrement dans les communications touristiques. Et puis, une vallée de montagne classique avec un territoire composé globalement de 18 communes. Donc, on a ici en bleu l'intercommunalité de la vallée d'Ossau, 18 communes avec une dynamique de développement touristique qui est dominée par effectivement 2 pôles d'attractivité importants, 2 stations, Artoust et Gourette, et puis 2 pôles qui sont situés sur uniquement le haut de la vallée. Artoust, j'ai mis une photo de Gourette de l'année dernière, mais Artoust, c'est une station dont le système d'exploitation hivernale est vulnérable, malgré une dernière saison qui est marquée par une hausse de fréquentation due principalement à une politique tarifaire agressive, on le voit, donc avec une remontée du nombre de passages, mais on voit bien qu'elle subit une érosion constante de sa fréquentation depuis quasiment 10 ans. Et donc, elle est en proie, comme bon nombre de stations de moyenne montagne, et je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, 2015, qui est public, disponible en ligne, sur l'avenir des stations pyrénéennes de moyenne montagne, qui est soumise à la variabilité des taux et des temps d'enneigement, et puis d'autres facteurs conjoncturels sur lesquels je ne reviendrai pas. Vincent l'a très bien fait. En 4 ans, la station est parvenue à ouvrir son domaine skiable une fois pendant les vacances de Noël. C'est tout. Avec un déficit financier qui est lié à l'exploitation de l'activité ski, qui peut être estimé, en fonction des sources, entre 500 000 et 800 000 euros de pertes financières par an. Donc, ce qui n'est pas une paille. Donc, elle survit néanmoins par l'exploitation estivale d'un train d'altitude, qui est l'activité dominante de la station, avec une fréquentation qui arrive à être stabilisée à 100 000 clients depuis, on va dire, 2 années. Donc, c'est un des 5 sites les plus fréquentés du département. On a quand même la station touristique, avec l'exploitation du train, qui permet un bénéfice comptable positif, mais réduit, et qui continue, et c'est l'effet principal, à donner du crédit, et je dirais moi du répit, à l'exploitation monofonctionnelle de la station. Donc, rapide présentation, et puis maintenant, on va présenter cette station, mais au regard d'indicateurs territoriaux. Territoire de la vallée d'Ossau, en contrepartie, est marqué par un déséquilibre très important entre les 2 communes supports des stations, la Reims, les Aubonnes, en haute station, et puis les 16 autres communes du territoire. Le territoire de la vallée d'Ossau, globalement, il connaît une érosion lente et très progressive de sa population. Donc, globalement, perd des habitants tous les ans. On passe de 16 000 habitants à la fin du 19e à, donc il faudrait revoir les chiffres, peut-être 9 900, 9 800 habitants aujourd'hui. Ça est dû, entre autres, un solde naturel négatif, et on voit, par exemple, que la commune support de la station d'Artoust a un solde naturel de -60. Donc, c'est quand même extrêmement important. Ça veut dire que les naissances ne compensent pas les décès. Et puis, on constate également que la dynamique résidentielle et immobilière, qui renseigne sur les effets spatiaux générés par le modèle de développement touristique unique focalisé sur la station, c'est classique, et qu'on assiste à une polarisation géographique et économique sur les communes supports, et ça a un double effet, une perte d'attractivité résidentielle annuelle, et on le voit, voilà les indicateurs démographiques pour les 2 communes qui portent les stations,
Et puis, ça produit à l'inverse ce qu'on pourrait appeler des interstices touristiques, c'est-à-dire tout le reste du territoire dont on ne parle pas quand on parle uniquement de la station, c'est-à-dire 16 autres communes extrêmement dépendantes de l'activité économique produite et de l'attractivité touristique produite par l'existence de la station. Quand on regarde le nombre de logements, c'est aussi criant, 9 330 logements recensés sur le territoire de la communauté de communes, 50% de ces logements sur l'ensemble d'un territoire valléen est constitué par des résidences secondaires. Et en plus de ça, on a sur les hébergements touristiques, donc à peu près 500 logements touristiques en vallée, un nombre de lits qui est entre 7 900 et 7 000 selon les sources consultées. 61% de cette offre, elle est concentrée sur 2 communes. Donc 25% sur la Reims, qui porte la station d'Artoust, 36% sur les Aubonnes. Et donc on a un effet, et qu'on constate, qui est bien que les 2 communes support de la station, elles se dépeuplent à mesure que le tourisme monofonctionnel se déploie. Le nombre de logements, il augmente, mais le nombre de résidences principales chute de façon relativement importante. On avait 40% de résidences principales aux Aubonnes il y a 35-40 ans, on a plus moins de 7% en 2016. On avait 75% de résidences principales début des années 80 à la Reims, contre 37% en 2016. Alors pourquoi ces détours, ces chiffres descriptifs qui relèvent finalement quasiment d'un diagnostic de territoire? Et bien parce que c'est bien la question du maintien du caractère habitable de l'espace, du territoire sur lequel prend place les stations, qui doit être placée au cœur de notre problématique quand on réfléchit sur la question des stations. Parlez avec des élus, ils vous diront le tourisme c'est bien, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on ait des enfants dans les écoles des villages de la vallée. Donc, quelle que soit la stratégie de développement touristique visée en matière d'adaptation, la question préalable, à mon sens, doit bien être, dans 25 ans, dans 50 ans, on peut s'interroger sur y aura-t-il encore de la neige dans les stations, mais on peut aussi se demander si le territoire sera-t-il toujours en capacité d'être habité dans toutes ses dimensions. Donc, on le voit bien, on a d'un côté 2 communes supports de stations engagées dans une volonté apparente de maintenir un mode de production touristique basé l'une sur l'exploitation de la neige, l'autre sur une volonté de diversification hivernale tout de même et de rentabilité estivale, mais marquée par une difficulté à renouveler sa population, à fixer de nouvelles populations. Et puis de l'autre, on a un territoire plus vaste qui tente de maintenir une forme d'attractivité résidentielle et économique en s'appuyant notamment justement sur le déploiement qui est toute récente, qui vient de débuter là il y a 1 mois, d'une stratégie autour des sports et des loisirs de nature, avec la récente commande notamment d'un travail de diagnostic préalable qui va permettre la mise en place d'une stratégie de développement touristique, non pas à l'échelle d'une station, mais à l'échelle de la vallée, et qui sera portée par une instance qui ne sera pas une commune en station classée, mais une instance politique communautaire. Et donc c'est bien la station de trail, cet aménagement récréatif, qui peut constituer le support de mise en lien, à mon sens, de ces 2 territoires qui semblent aujourd'hui s'opposer. Donc, une fois ce territoire, ce décor un peu planté, on peut légitimement s'interroger sur la capacité d'une pratique, le trail, à travers un aménagement, une station de trail, à proposer des solutions d'adaptation de la station aux effets du réchauffement climatique, par exemple. Alors, je vous propose, moi, une présentation très rapide de la station de trail au Saut-Pyrénées. Je vous mets quelques images qui paraissent anodines, c'est de la com, ça détend. Donc, la station de trail, c'est quoi? C'est une franchise commerciale qui a été achetée en 2015. Et qui a été achetée par qui? Par une entreprise, par l'entreprise Altiservice, dans l'objectif avéré, et on est en plein dans la question, de diversifier son offre d'activité. D'accord? Alors même qu'Altiservice, son métier, c'est de gérer des remontées mécaniques. D'accord? C'est le métier. Et du personnel qui est associé à la gestion des remontées mécaniques. Donc, Altiservice a quitté la gestion de la station d'Artoust en avril 2019 au profit d'une régie communale qui a repris la gestion de la station de trail. On a aujourd'hui donc une station de trail qui propose 19 parcours au total, dont 8 au départ de la station d'Artoust. D'autres parcours au départ de différents autres points d'implantation, par exemple des cols de montagne, le col d'Aubisque, s'il y en a qui font du vélo, ils connaissent peut-être, et une commune, la commune des Aubonnes, qui n'est pas du tout la commune qui porte la station d'Artoust et la franchise. Donc on le voit, et notamment sur ces images vidéo, la station de trail n'est en rien une station. Elle en porte le nom, mais elle n'est pas une station. Elle ne dispose que d'une matérialité qui est extrêmement réduite. C'est une pratique diffuse qui vient, à proprement parler, mettre en question l'espace duquel émerge pourtant
duquel elle émerge pourtant et au sein duquel elle prend naissance. Il faut que je passe. Oh là. Non. Ah, je voudrais virer ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Oh là là. On voit des écrans multiples. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir à ça. Voilà. Et donc, à quoi on assiste finalement quand on prend une station de trail, cet aménagement, et qu'on tente de le déployer, quand on tente de déployer ces dimensions spatiales, informationnelles, sociales et économiques dans une station classique, qui est une station dédiée à l'exploitation d'un champ de neige avec une activité qui est le ski. Eh bien, on se rend compte que l'offre aménagement de type station de trail, elle est venue bouleverser la rigidité même de l'organisation fonctionnelle de la station. Une station, c'est quoi? On dit une station, mais de quoi on parle? Une station, c'est un gestionnaire. Et un gestionnaire, c'est avant tout une entreprise qui fonctionne techniquement autour de 2 unités de production, l'exploitation, la maintenance. On y gère des équipements, des équipes de salariés associés, qu'ils soient permanents ou saisonniers, et à qui on distribue des rôles précis, spécifiques, souvent spécialisés, en hiver comme en été. On est donc là sur 95%, 96%, 97% du temps consacré à la gestion de la station touristique et la station de ski. Donc, c'est tout l'organigramme fonctionnel d'une station qui est bouleversé, en tout cas l'organigramme du gestionnaire de la montre mécanique qui est bouleversé quand on y introduit des aménagements de type station de trail. Deuxièmement, on assiste de plus en plus à l'arrivée au sein du modèle spatial de la station d'une injonction à intégrer de nouvelles échelles géographiques par l'intermédiaire de celle de la station de trail, qui implique un élargissement du périmètre d'exploitation de la station. Ce à quoi les gestionnaires, ce à quoi les professionnels ne sont absolument pas habitués. On crée de nouvelles polarités, de nouveaux départs de station, etc. On assiste en lien à la nécessité de mettre en mouvement le nouvel aménagement. Sur ce nouveau périmètre constitué une nouvelle polarité, avec de nouveaux repères. Les points de départ des parcours proposés, ils sont multiples, dispersés dans l'espace. Il est donc nécessaire de les identifier, de les marquer physiquement, de les baliser. L'attention, elle se porte au-delà du champ de compétences, au-delà de la culture professionnelle associée à la station. L'accueil direct, physique des pratiquants, qui est une nouvelle clientèle qu'on ne connaît pas, ou très peu. Il se doit d'être assuré, mais où? Dans quel lieu adapté à ce type de pratiquants? En station, aucun lieu adapté n'existe pour accueillir des pratiquants en sport nature aujourd'hui. À ce type de mobilité sportive et touristique spécifique, pour l'instant, il en existe très peu. Et puis, les accueils, mais par qui? Pas les mêmes structures qui portent aujourd'hui ce tourisme, qui cherchent à se renouveler? Pas sûr. Dans d'autres lieux, d'autres espaces à inventer, en lien avec les parcours, les espaces utilisés, par l'offre itinérante que génère cet aménagement, qui déterritorialise le modèle de la station. Et puis, bien sûr, on le comprend, il y a la question de la pertinence de l'échelle du portage politique territorial de l'aménagement, au sens institutionnel. La station de trail peut-elle être portée en tant que station? Selon quel partenariat? Quel dispositif d'action publique possible? Entre quels acteurs techniques et administratifs? On voit bien poindre ici la nécessité de questionner la gouvernance de l'aménagement. Et c'est bien la question, non pas de la diversification, non pas des mesures d'adaptation, mais bien de la gouvernance de cette diversification. L'aménagement station de trail doit-il être conservé à l'intérieur d'un... Ouais, mais je vais aller finir vers quand une même. conclusion, pardon. Ouais, je vais finir. Merci. À l'intérieur d'un périmètre, qui est le périmètre de la station et de sa commune support, qui l'étouffe en quelque sorte, qui étouffe ses potentialités, ou alors doit-il au contraire permettre d'établir un lien concret entre les espaces supports de la station, leurs acteurs, afin de faire le lien justement entre la station monofonctionnelle, à qui on redéfinit un statut, pour qui on redéfinit un statut, et puis les interstices touristiques que j'évoquais précédemment, qui sont tout le reste du territoire sur lequel la commune est installée et qui ont besoin d'être dynamisés. Nous ne sommes pas, dans les Pyrénées, des territoires qui accueillent des stations intégrées. Donc, en conclusion, j'avais des indicateurs économiques quand même. On peut bien sûr interroger l'équilibre qui peut être qualifié d'instable entre pratiques sportives, pratiques ludosportives, récréatives et pratiques touristiques. Comment assurer la rentabilité économique à laquelle on était habitué avec des stations de ski par l'intermédiaire des stations, des pratiques récréatives nature. C'est extrêmement compliqué. On se rend compte quand même que une évaluation des retombées économiques directes d'un événement trail sur le territoire de la communauté de communes que j'ai mené, le Grand Trail de la Vallée d'Ossau, montre qu'en 2 jours et demi, 170 000 € générés en termes de retombées économiques directes. Donc, il y a quelque chose là qui est quand même intéressant à interroger. Alors, en conclusion, puisque, alors du coup, moi, on me presse, alors que M. Vlest, lui, a eu quand même beaucoup plus de temps que moi. Alors, en conclusion à ces quelques questions, suite à cet exemple concret, puis en guise de conclusion, je souhaitais proposer quelques préalables, moi.
qui me paraissent indispensables lorsqu'on évoque la question des aménagements, des pratiques récréatives en nature et de la transition touristique des territoires en montagne. Je pense qu'il apparaît nécessaire de travailler à l'échelle du territoire concerné à une réappropriation collective des mots que nous employons pour tenter de qualifier cette transition par un processus animé et engagé de définition partagée des termes utilisés. C'est ce que disait en conclusion tout à l'heure un petit peu Vincent, et qui pourrait justement donner lieu à la construction d'outils. Pas des outils hors sol, mais des outils qui correspondent à la réalité des forces en présence sur les territoires considérés, et qu'on pourrait du coup mettre en aliment pour de l'ingénierie touristique à déployer pour accompagner la transition des territoires de montagne. Et c'est justement, et c'est seulement à partir de cette production d'un langage commun, resitué à l'échelle du territoire considéré, qui peut conduire alors à des confrontations d'idées, des confrontations de points de vue, qui sont désormais envisagées sérieusement et ouvertement sur les territoires de montagne. De nombreuses réflexions sont encore trop souvent tues, cachées. La station, aujourd'hui, est incorporée, est un patrimoine culturel, même parfois identitaire, avec lequel il est difficile parfois d'échanger. Et puis, il apparaît nécessaire également d'organiser formellement, institutionnellement cette rencontre de manière pacifiée entre les pratiques traditionnelles et coutumières, dont le monde pastoral est porteur, puisque, alors, juste, parce qu'on a, quand on veut organiser la rencontre entre les différents usagers de ces territoires de montagne, qui vont en station, mais pas que, c'est bien avec l'ensemble des acteurs qui vivent, travaillent, habitent et utilisent ces espaces. Et donc, il est nécessaire d'organiser formellement cette rencontre entre ces pratiques traditionnelles et coutumières, dont souvent le monde pastoral est porteur, et on a peut-être assez peu parlé de conflits d'usage, et puis ces nouveaux arrivants, qui sont des pratiquants mobiles et diffus, visiteurs récréatifs, qui sont mus parfois par le slogan du terrain de jeu, qui viennent en station ou pas en station. Car la terre en vallée d'Ossau, par exemple, elle répond à des modalités d'usage qui sont singulières, ancestrales. La terre, elle est collective. Et c'est parce qu'elle est collective qu'elle est soumise à un certain nombre de règles d'usage qui contribuent à définir un ensemble complexe de droits sur l'espace et de stratégies d'utilisation de la ressource. Donc c'est bien l'usage, à mon sens, à l'échelle d'un territoire redéfini qui se doit d'être mis au cœur des réflexions sur la reconfiguration des spatialités touristiques dans ce contexte de transition. Donc il s'agirait donc, et par l'intermédiaire des pratiques récréatives en nature, considérées comme faisant partie d'un nouvel art de vivre, et bien d'organiser le passage, comme le disait très justement Philippe Bourdeau dans le film Montagne en transition dernièrement, et bien organiser le passage de l'utopie touristique, qui était représentée par la station et qui aujourd'hui arrive à bout de souffle en moyenne montagne, et à l'utopie territoriale, que je vous propose dès maintenant, et puis avec quelques éléments de réflexion, de mettre au débat. Voilà, je vous remercie. Vous n'avez pas votre micro, alors on ne vous entend pas. Oui, parce qu'on nous l'a coupé à distance alors que nous, on s'était coupé à la table de mixage. Merci beaucoup, Glenn Buron. Pas de questions pour le moment pour vous. Une réflexion de... si on me la remet à l'écran, c'est mieux. D'Yvon qui dit que votre dialectique est intéressante, mais qui ajoute comment toute chose, on ne peut pas fixer durablement une attractivité territoriale sans une présence humaine locale et pérenne. Voilà. Sinon, on va remonter sur les intervenants avant, en attendant peut-être que des questions pour vous arrivent. Pour Vincent Vlaise d'Héloïse, quels sont les impacts environnementaux lorsque l'on ouvre des stations en été? La neige protège les habitants, donc la flore et la petite faune. La faune et la flore étaient tranquilles et pouvaient accomplir leur cycle de vie au printemps et en été, mais que va-t-il se passer si une fréquentation estivale se met en place? Excellente question. Alors, l'équipe interdisciplinaire du Conseil scientifique du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a mis en place un dispositif, tout un protocole. Il y a des botanistes, donc des biologistes, des écologues, des économistes, des aménageurs dans cette équipe-là. Un protocole pour analyser justement les répercussions sur le site du Puy-Chemal, qui va s'ouvrir avec une forte présence donc en dehors du ski alpin maintenant de sportifs. Ce protocole va permettre d'évaluer en fonction des fréquentations quelles sont les retombées sur la faune et la flore. Pour l'instant, les seuls résultats que nous ayons, ce sont des résultats scientifiques qui sont publiés dans les pays anglo-saxons et pas tellement en France. On n'a pas grand-chose, en fait, en Europe, encore assez peu, et c'est surtout dans les pays anglo-saxons.
il peut y avoir un impact fort. En général, d'ailleurs, les anglo-saxons canalisent assez bien les fréquentations, les circuits, les balisages, de telle manière à ce que même en randonnée, les touristes ou les visiteurs ou les randonneurs ou les sportifs ne s'écartent pas des sentiers balisés. Voilà. D'accord. Tac, j'en prends une autre, toujours pour vous. Alors, Yvon qui dit: «Les stations devraient se réinventer avec une offre diversifiée et populaire à rebours de leur cible élitiste». Voilà, alors c'est, un critère un petit peu social, c'est pas une question. Donc, les territoires non montagnards devraient faire plus d'efforts d'attractivité pour un transfert de clientèle, notamment familiale, pour tenter de limiter la pression sur les montagnes. C'est pas une question non plus, hein. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut réagir à ça? Alors je passe à la suivante. Selon vous, c'est Christelle qui demande ça, avons-nous des stations dans les Pyrénées qui sont dans une démarche adaptée au changement climatique? Déjà, qu'est-ce qui a fait qu'ils se soient engagés parce qu'elles étaient face à un j'ai du mal, pardon. En fait, est-ce que c'était parce qu'elles étaient déjà face à un mur, s'il y en a eu, et qu'il n'y avait plus le choix, ou est-ce qu'il y a un déni total à ce sujet-là? Voilà, à l'heure actuelle chez les exploitants. Alors, les exploitants, enfin, il y a beaucoup de Ou les professions. collectivités ou Oui, voilà. oui, il y a beaucoup de professions Oui, oui, dans les stations et des oui. Mais il y professions. a pas beaucoup de décisionnaires. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas si univoque. C'est pas simple en fait. C'est pas simple du tout. Je ne sais pas si Marc, toi, en Andorre, tu as des exemples en la matière. Moi, vraiment, à part la vallée du Louron qui a entamé une réflexion, il y a belle lurette en la matière, je ne vois pas trop d'exemples actuellement où l'ensemble des professions et des décideurs tant politiques qu'économiques travaillent vraiment de manière tout à fait sereine en la matière. On est plutôt quand même face à des groupes de pression. Alors, dire qu'il y a un déni du changement climatique, je ne crois plus. Il y en a peut-être eu il y a 15 ans ou 20 ans, mais maintenant, je ne pense pas. Moi, les acteurs que je vois, que je rencontre et les élus sont tout à fait conscients du changement climatique, de ses effets, de ses risques. Par contre, il y a une forme de fixisme qui est très fort. Hein. C'est vraiment l'habitude, le poids des habitudes et le poids des lobbies qui fait que finalement, c'est difficile de sortir du sentier, de tracer du développement économique tel qu'il a été défini finalement dans le siècle passé. C'est difficile d'inventer quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas les effets réellement, parce qu'il faut bien avouer que les stations de sport de pleine nature, on n'a pas de bilan fait par des collègues économistes vraiment probants, pas à ma connaissance en tout cas, je n'en ai pas lu, j'ai cherché, j'ai interrogé mes collègues Sciences Éco, même les plus prestigieux, même ceux qui travaillent sur le patrimoine, ils m'ont dit on n'en sait rien. Et donc là, il y a vraiment un champ de recherche qui est extrêmement ouvert en la matière. Et comme l'a dit assez bien Glenn, je vais finir là-dessus, euh, c'est compliqué parce que les effets finalement de l'activité sportive ne sont pas sur une station, mais sont sur au moins une vallée, voire plus, voire une destination, je dirais globalement. Ça peut être carrément même tout l'Andorre, voire l'Andorre et les Pyrénées-Orientales, vous voyez, ou bien voir l'Andorre et une partie de l'Ariège, de la Haute-Ariège avec Axe, par exemple. Et donc, là, on a des difficultés pour mettre en place les instruments de mesure, à définir le bon territoire et à avoir des données fiables. Parce que pour pouvoir récolter des bonnes données sur les chiffres d'affaires, il faut que tous les opérateurs, y compris les hôteliers, même le vendeur de journaux, vous transmettent globalement ces chiffres d'activité, etc. Et ça, on n'a pas, c'est difficile à mettre en œuvre. Hein. C'est tout le problème du tableau de bord de suivi d'une station, quoi. Oui.
Réflexion et question, réflexion de Julien Verne pour Vincent Vlès et Glenn Buron, finalement pour les deux. Alors la réflexion, c'est le sujet du tourisme pyrénéen est vaste et c'est un petit peu dommage que les présentations ne tournent qu'autour des stations de ski et de leur reconversion. Le réchauffement climatique a aussi des impacts sur la gastronomie, la culture ou encore les autres pratiques sportives, le tout avec une incidence nouvelle sur la biodiversité. Et le déconfinement de cet été, c'est vrai que c'est pas inintéressant ce qui s'est passé cet été en montagne, en est un exemple criant. Et une autre, et là, sous forme un petit peu d'une question qui donne un petit peu écho, qui fait un petit peu écho à ça. Quelles sont pour vous les cartes à jouer des territoires de montagne en tant que lieu de vie et non de vitrine? Si la question n'est pas trop vague, nous dit la personne. Et merci beaucoup pour ces super exposés. Voilà, c'est rajouté. C'est de la part de Lionel, pardon, je ne l'avais pas vu. Voilà, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Glenn Buron, peut-être? Il est parti? Il est parti. Parti, oui, parce qu'il a un comité de Ah oui, direction. c'est vrai qu'il a son comité de Ouais. direction. Je vais tenter de répondre. Je suis d'accord pour ce qui est de la question de la focalisation du tourisme sur les stations de ski, mais c'était la commande, donc nous avons répondu à la commande. Bien, du jour, hein, donc posez-nous une autre commande et on y répondra également. Mais alors, il y avait une seconde partie de la question qui portait sur, je ne me souviens plus déjà. On arrive. Territoire de montagne, lieu de Ah oui, vie et pas forcément de vitrine ou de carte oui, oui, postale. le lieu de vie, c'est ce qu'on appelle l'économie présentielle, que j'ai présenté dans une de mes diapos, avec la forte augmentation, effectivement, mais déjà depuis 15 ans, le poids énorme de l'économie présentielle, c'est-à-dire des gens qui viennent, certes d'abord pour leur loisir, mais ensuite également pour travailler, qui dépensent dans le territoire et qui résident sans nécessairement avoir une activité de ski ou même de tourisme au Mmh. sens traditionnel du terme, et qui finissent peut-être même d'ailleurs à leur retraite, qui finissent par devenir des habitants permanents. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le poids de l'économie présentielle, qui est très lié au poids de l'artisanat, du bâtiment, et des services, et notamment même des services de santé qui sont liés à cette augmentation de la population. Parce que l'exemple qui a été donné par Glenn sur la vallée d'Ossau, comme je l'ai dit dans la diapo là, et je l'ai bien montré, ça ne concerne que la partie ouest des Pyrénées françaises. En fait, tout le reste des Pyrénées, y compris du côté espagnol et bien sûr du côté andorran, est très attractif depuis maintenant plus de 15 ans. Et la densité de population augmente, et la population globalement augmente dans la chaîne des Pyrénées. Et ce n'est Mmh. pas lié nécessairement aux stations de ski, il faut bien voir ça, c'est lié vraiment à l'attractivité résidentielle, présentielle. Il y a le modèle économique et le modèle social aussi. Henri nous dit diversification, reconversion. Moi, voilà, c'est bien joli. Mais est-ce que tout ça, ça va pas ouvrir finalement à un accès payant aux espaces naturels dans les montagnes? C'est encore à moi de répondre. Je sais pas. Ou, Bon, qui se le sent, hein. Je vois que Marc-Ponce est encore là. Oui. Je sais pas, en fait, c'est une tendance qui commence à y avoir, pas seulement aux Pyrénées et ailleurs, de, de cette conversion des espaces payants pour, pour limiter, pour cette façon comme action pour limiter l'accès à, à ces espaces. Donc, on a vu au moins de notre côté cette augmentation de fréquentation surtout à l'été, plus qu'à l'hiver. Et d'ici, il y a quelques espaces qui ont commencé à mettre en place des systèmes soit d'accès payant, d'accès de parking, des autres qui étaient jamais avant, comme une option pour cette limitation, cette réduction de fréquentation d'accès. Je ne sais pas si c'est la voie, je crois qu'il y a des autres aussi, plus que le mettre, pas seulement l'action de payer pour les espaces. Il vient bien à viser une vision plus intégrale de la gestion des espaces avec cette vision des impacts environnementaux et pas seulement de le rendre payante parce que sinon, c'est une question qui a sorti. Hein, ça serait Mmh. une élitisation des espaces
qui vraiment c'est une tendance qu'on a vu ailleurs et qu'on commence à voir. Il y a quelques décideurs qui visent peut-être comme ça une option pour le parc naturel, pour les stations de ski, etc. Mais ça nous porte à cette utilisation et ça revient à une question très importante qui M. Blaise a mise en place, que c'est ce dialogue avec l'agent de territoire pour co-créer vraiment cette action collective stratégique de la gestion de la montagne. Et ça vient à ce qu'on disait, de changer cette vision d'économie de station de ski, économie de montagne intégrale. Et ça passe surtout sur cette vision, ce dialogue de co-création entre les acteurs privés, les acteurs, les décideurs, les élus et les citoyens. Et ici, c'est une question comme ceci de la si rendre payante ou non l'accès à la montagne. Il faudra le résoudre dans cet environnement de co-création entre ces trois dimensions. Il est déjà payant à certains endroits, notamment dans les stations de ski nordique, hein, de toute manière, où il y a déjà, parce qu'on dit le ski c'est payant pour payer la remontée normalement, mais dans les stations nordiques, c'est déjà l'accès qui est payant. Si je ne m'abuse, je ne suis que très peu skieur. Ceci dit, on nous demande, doit-on mettre sur le même plan, c'est pour ça que je parlais du ski nordique, du nordique aussi, les stations de ski, c'est Jean-Claude qui demande ça, et les stations de ski de fond, beaucoup moins consommatrices en énergie et en eau. Voilà, oui, j'imagine, on ne joue pas dans la même cour. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ce ne sont pas d'abord les mêmes clientèles, pas nécessairement, tout dépend. Pas les mêmes enjeux économiques non plus. Pas du tout les mêmes enjeux économiques, c'est pas les mêmes retombées en termes de dépenses, c'est pas du tout, et en termes d'emploi non plus, c'est pas trop le même produit. Et alors, il y a le ski de fond, mais il y a aussi le ski de randonnée, ça c'est encore autre chose. Hein, mais là, on est de nouveau dans la pratique de la nature, quelque part, avec le ski de randonnée. Et pour revenir sur ce que disait Marc, que je partage tout à fait, la question de l'accès payant, oui, on note une évolution, et dans le monde ailleurs, notamment en Asie, ça existe beaucoup plus qu'en Europe, mais tout de même, il faut savoir que du côté de la population et des clientèles, lorsqu'on mène des enquêtes, et on en a fait, nous, sur les espaces naturels, Oui. il faut savoir que plus de 95% des gens qui pratiquent la nature refusent tout accès payant. C'est-à-dire refusent que la nature soit en accès payant. Voilà, pour être très précis. Et donc là, on a un phénomène culturel, peut-être qu'on peut considérer comme normal, j'en sais rien. Mais vous voyez que rendre l'accès payant, ça ne peut pas être une solution comme ça. Pour l'instant, elle est jugée inacceptable. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Question, la réhabilitation de la neige de culture, peut-être par Yvon qui dit « Elle est souvent décriée eu égard à la consommation d'eau, mais le solde prélèvement-restitution n'est-il pas nul ?» Et non, pas partout. C'est-à-dire qu'il est nul à l'exutoire, bien sûr. Si vous prenez, par exemple, le Rhône à Arles, ou enfin, bon, oui, certainement. Mais le prélèvement se fait parfois au niveau local, dans un bassin versant, et la restitution se fait dans un autre bassin versant. Hein. Ce sont des petits bassins versants. Mais de toute façon, les scientifiques, et notamment du FEU, Institut de la montagne à Chambéry, et notamment Madame de Jung qui le dirigeait, qui était géomorphologue, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et on montre vraiment, elle a montré, ses recherches ont démontré que l'impact édaphique finalement du prélèvement d'eau et de restitution d'eau par canon à neige avait des répercussions sur la nature assez fortes. D'accord. Je ne sais pas si on a fait le tour des questions. Il y en avait une dernière, je crois, le tourisme de sport d'hiver. Oui, une question assez, finalement, qui regroupe beaucoup de choses. Hein. Semble être devenue une activité essentielle à l'économie des territoires de montagne. Comment trouver le bon équilibre pour faire un tourisme durable à l'année sans pour autant être dépendant économiquement de ce dernier? Je pourrais mettre en exergue une phrase entendue dans la bouche d'un grand élu ariégeois qui est « Le tout ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini ». Allez, voilà. Pas de commentaire, moi. Ben voilà, je crois qu'on a terminé.